Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Comme vous le savez, la Première Ligue fait son retour ce week-end et comme l'année dernière, je crois que c'est le bon moment pour faire un point sur les forces en présence. Qui finira où? Alors on va commencer par les places où personne ne veut être, et j'ai choisi comme candidats principaux à la relégation West Brom, Fulham et Crystal Palace. Pour West Brom, globalement je dirais que j'ai pas que des mauvaises choses à en dire, Slaven Bilic pour une opération maintien c'est assez pertinent. Ils auront Matheus Pereira, un vrai joueur à suivre, ont réussi aussi à prendre Diangana à West Ham, qui est un beau coup, mais il reste sur une fin de saison dernière très moyenne, défensivement c'est extrêmement léger, offensivement on peut s'attendre à quelques mouvements intéressants, mais je crois qu'il manque beaucoup de tranchants dans la zone de vérité, convertissent assez peu leur occasion. En tout cas, c'est ce que disent les stats avancées. Alors, West Brom lanterne rouge, pour Fulham ensuite, pour le coup, ils ont un vrai tueur devant, Aleksandar Mitrovic, meilleur buteur de Championship l'année dernière, 26 buts pour lui. Mais là, j'ai peur que Fulham parte avec un groupe vraiment trop démuni par rapport à ses concurrents directs pour le maintien. Alors peut-être que ça va faire un peu comme Sheffield et qu'on va avoir une belle surprise, qu'on va découvrir de nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait très mal. Mais quand on sait que seulement 44% des équipes qui sont issues des playoffs de Championship, comme c'est le cas pour Fulham qui a terminé 4ème et qui s'est qualifié via les playoffs, notamment la finale contre Brentford, seulement 44% des équipes issues de playoffs de Championship se maintiennent l'année suivante, en tout cas c'est la stat depuis 1995, donc dans ce cadre-là, ça semble pas absolument implausible que Fulham descende, et pour les accompagner, là je vois Crystal Palace, là pour le coup ce serait une surprise, ça fait 7 ans qu'ils terminent toujours entre la 10ème et la 15ème place de l'élite. En plus j'aime plutôt leur recrue phare Eberechi Eze dont on avait parlé brièvement il y a quelques mois, mais je sais pas, je les vois assez nettement sur le déclin, c'est sans doute la dernière année de Roy Hodgson, un calendrier vraiment pas évident pour lancer la saison, ça pourrait créer un début dynamique, et je crois qu'ils sont juste un peu moins bons qu'Aston Villa, qui pour le coup s'est renforcé cet été, avait vraiment besoin d'un buteur, et l'a trouvé en la personne d'Ollie Watkins, la pépite de Brentford. Ils ont cassé leur tirelire pour l'avoir, 30 millions d'euros. Ils avaient aussi besoin d'un latéral droit, et ont mis 16 millions pour s'attacher les services de Matty Cash. En fin de saison dernière, on a vu Douglas Luiz vraiment monter en puissance. Dean Smith a dit que malgré le maintien, il n'était pas satisfait de son équipe, donc il y a un discours ambitieux dans le vestiaire. Si Jack Grealish reste, je crois qu'ils auront juste ce qu'il faut pour se maintenir. Alors voilà en gros pour mon quatuor de derrière, juste devant eux ensuite j'ai choisi Newcastle, Burnley, West Ham et Sheffield United, pas de rachat finalement pour Newcastle qui a dû faire son mercato chez les relégués, ils ont pris Callum Wilson et Ryan Fraser à Bournemouth, Jamal Lewis à Norwich, plutôt des bonnes prises donc, mais rien d'absolument extraordinaire non plus, faut dire que sans un super Martin Dubravka en 2019-2020, qui avait été un des gardiens qui surperformait le plus ses post-shot expected goals aux côtés d'Hugo Lloris, de Vicente Gaeta entre autres, sans un super Martin Dubravka ils auraient pu se faire très peur. Donc voilà en gros pour Newcastle. Burnley, c'est Burnley, j'ai pas grand chose d'intéressant à en dire et je crois que je recommande pas particulièrement d'y jeter un coup d'œil cette saison. En tout cas pas sur les phases avec ballon, ils étaient derniers en 2019-2020 en nombre de passes, derniers en nombre de dribbles aussi sur 20, 18ème en nombre de tirs, voilà en gros, on sait ce que ça vaut, c'est toujours assez solide, l'année dernière ils finissent 10ème et descendent jamais trop bas, mais j'ai l'impression, en tout cas peut-être que je souhaite que ça se reproduise pas cette saison, et je place pas beaucoup d'espoir en West Ham non plus. Alors ils ont perdu Diangana, 5 buts encaissés contre Bournemouth il y a quelques jours, avoir Declan Rice c'est bien mais c'est pas suffisant, et après de très gros investissements l'été dernier, on pense par exemple à Sébastien Haller, ils n'ont pas prévu de se renforcer significativement pour cette saison, donc à voir. Et puis ensuite, enfin j'ai mis Sheffield United, la vraie surprise de 2019-2020, et alors là il y a des certitudes, notamment d'un point de vue collectif, mais même sur le plan individuel, il y a presque des renforts, je pense par exemple à Sanderberg qui était déjà là mais qui monte en puissance, il y a un vrai renfort ensuite avec l'arrivée d'Ethan Ampadu, donc je les vois réussir à nouveau une belle saison, mais maintenant que leur approche tactique assez originale est mieux connue, ils ont perdu Dean Henderson aussi qui est reparti à United. Je crois pas qu'ils peuvent viser donc beaucoup plus haut que le ventre mou, où j'ai choisi ici deux coups de cœur, c'est deux petits coups de cœur, Brighton et Southampton, quasiment pour les mêmes raisons, c'est que c'est deux équipes qui pratiquent un football expansif, assez séduisant, et qui vont vivre, après une saison de découverte, le deuxième exercice de leur nouveau coach, c'est Graham Potter à Brighton, et bien sûr Ralph Hasenhüttl pour les Saints, quelques bons renforts des deux côtés en plus, Salisu à Southampton, Lallana et Veltman à Brighton. Voilà, deux clubs qui travaillent bien et que je vois et que j'aimerais bien voir réussir. Alors ça nous laisse toute une moitié tableau, la première
et comme je suis d'un naturel assez optimiste, c'est là que je vois finir Leeds, 3e saison pour Bielsa, un groupe qu'il a véritablement conquis et qui dégage une force collective remarquable, qui s'est en plus bien renforcé cet été. Donc ils ont pris le défenseur central de Fribourg, Robin Koch, ils ont attiré ensuite Rodrigo Moreno de Valence contre 30 millions d'euros. Pour l'instant, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a vu un Leeds assez séduisant, mais il manquait un vrai tueur devant. Patrick Bamford n'est pas du genre ultra réaliste. Du coup, avec Rodrigo Moreno, t'as enfin ton vrai neuf, et il compte vraisemblablement pas s'arrêter là. On parle de Rodrigo de Paul d'Udinese, on parle de sommes allant jusqu'à 35 millions d'euros. Ce serait magnifique et ça prouve que derrière Bielsa, il y a un club et un projet ambitieux. Alors juste devant ensuite, je mets Leicester. C'est un déclassement assez significatif pour ceux qui ont quand même fini 5e la saison dernière, mais je crois que c'est à l'image de la dynamique assez négative récemment. Si on regarde la deuxième partie de championnat, donc à partir du 1er janvier 2020, il termine 12e de Premier League, seulement 20 points pris sur cette période. J'aime beaucoup Timothy Castagne, mais pour l'instant, c'est pas vraiment lui qui te permet de remplacer poste pour poste Ben Chilwell. C'était le sujet de ma dernière chronique pour LM24 d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ricardo Pereira s'est fait les croisés et est out pendant encore plusieurs mois. De nombreux joueurs majeurs qui ont toujours pas joué en prépa. Un calendrier 2020-2021 encore plus chargé avec la présence de l'Europa League qui draine beaucoup d'énergie. Donc voilà, peut-être que Rodgers va continuer à nous étonner, et puis le foot est pas avare de surprises, mais j'imagine Leicester un peu plus bas et un petit peu décevant cette saison. En revanche, j'espère que ce sera pas le cas pour Everton, qui s'est pour le coup assez significativement renforcé. Bien sûr, la tête de gondole, c'est James, mais il a été suivi d'Alan, il a été suivi d'Abdoulaye Doucouré. Alors ok, c'est pas nécessairement un projet d'avenir sur 3-4 saisons, mais sur celle qui arrive, il y a au moins de quoi construire un entrejeu pertinent et de quoi nourrir de ballon le très bon Richarlison. Et c'est vrai que Carlo Ancelotti n'est pas reconnu comme étant un entraîneur véritablement marathonien, un entraîneur de championnat, mais il y a quand même suffisamment de matériel pour viser le top 8, et je dois dire que ça doit être leur ambition. Je crois que sur les 14 dernières saisons, ils finissent 11 fois dans le top 8, 3 fois sur les 4 dernières si on exclut la toute dernière. Donc voilà, ça me semble pas démesuré et ça doit être ce qu'ils visent. En revanche, je suis assez pessimiste pour Tottenham. Alors pour le coup, ça vaut ce que ça vaut, parce que l'été dernier, à la même période, je les mettais dans le top 3, je les avais mis 3e, et on sait ce que ça a donné. Mais pour dire les choses simplement, je crois pas trop en Mourinho. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment le All or Nothing Tottenham, qui est assez divertissant. On y trouve un Mourinho séduisant, on y trouve un Mourinho engageant, mais dont la formule se heurte, à mes yeux, en tout cas on le voit parfois dans le documentaire, la formule se heurte de plus en plus aux limites de son époque. Je crois que son discours a de plus en plus de mal à passer auprès des footballeurs modernes. Et alors, du coup, ça pourrait être la phase introductive d'une véritable scission dans le vestiaire à la mi-saison, d'un club qui s'écroule. Alors peut-être pas dans des proportions extrêmement dramatiques, pas de quoi rater le premier tiers du championnat, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualités individuelles, mais voilà, pour certains joueurs on s'approche aussi plutôt de la fin d'un cycle. Le départ de Vertonghen n'a pas été comblé, Matt Doherty c'est une bonne pioche, mais globalement ce mercato de guerrier, ce mercato estampillé Mourinho avec Pierre-Emile Højbjerg, Joe Hart, ce mercato pour en gros arrêter d'être de bons garçons. Si vous avez vu le doc, vous savez que c'est un des chantiers prioritaires de Mourinho, un de ses mantras vraiment fondamentaux. Tout ça je suis pas certain que ça prenne, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence dans cette partie du classement, et sans Europe, en entrant dans la 4e année de Nuno, je vois les Wolves continuer à être véritablement impressionnants. Ça fait 2 saisons consécutives qui terminent 7e. Chaque année, leur projet collectif prend un peu de maturité, puis il y a juste beaucoup de talent dans cette équipe. Fabio Silva à 40 millions d'euros, c'est la recrue phare, mais c'est surtout une recrue d'avenir. Je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup cette saison. En revanche, pour Leander Dendoncker, 25 ans, pour Adama Traoré, 24 ans, Daniel Podence, 24, Diogo Jota, 23, Ruben Neves, 23, ou Pedro Neto, 20. Pour Olen et Kariv, c'est une année d'expérience en plus à un âge où tu peux vraiment progresser d'une saison à l'autre. En tout cas, c'est possible que ça se produise pour au moins quelques joueurs dont on a parlé ici. Donc voilà, ça me semble être une dynamique fondamentale à souligner. On ajoute le fait que Raúl Jiménez est toujours là et toujours aussi performant. La défense derrière vieillit un peu, attention, en plus avec la perte de Doherty, mais globalement ça me semble encore assez pertinent. Voilà, pas grand chose à dire en plus à part le fait que l'effectif est très bien construit, à part le fait que les Wolves attaquent cette saison avec beaucoup de certitude, et puis sans Europe. On rappelle qu'ils ont quand même joué 60 matchs l'année dernière, cette fois sans Europe, alors qu'ils ont terminé 7e en 2019-2020 à égalité de points avec Tottenham 6e. Sans Europe, ça semble pas déraisonnable de les imaginer en cran plus haut. Reste donc le top 5, et à la première marche, je vois Arsenal qui peut facilement marquer 10 points de plus qu'en 2019-2020. Deuxième année qui se profile pour Arteta, la première vraie saison pleine, et à la fois beaucoup d'optimisme qui se dégage de ce groupe, mais aussi une activité sur le marché des transferts qui me semble très cohérente. Enfin un défenseur central gaucher en la personne de Gabriel,
qui va peut-être connaître un petit temps d'adaptation à la Première Ligue, on s'en doute, mais qui va à minima largement améliorer leur circuit de relance, pierre angulaire de l'animation d'Arteta. Saliba arrive aussi après un an de prêt, Ceballos rempile pour une saison, Willian vient renforcer le secteur offensif, où on peut s'attendre à ce que Bukayo Saka continue à monter en puissance. Après pas mal de spéculations, Aubameyang a finalement prolongé. Certes, c'est toujours risqué avec Arsenal, parce qu'ils ont une faculté à décevoir qui est quasiment inégalée, mais là je crois que je mords à nouveau à l'hameçon, et je les mets pas loin d'un top 4, où je vois d'abord Chelsea. Alors je crois qu'il n'y a pas besoin de rappeler l'étendue de leur mercato, Ziyech, Werner, Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell, peut-être un gardien aussi, soyons clairs, c'est des renforts pour jouer le titre, mais sans doute pas tout de suite. Je crois que ça va prendre un petit moment avant que tout ce beau monde s'entende, pas particulièrement révolutionnaire de dire ça, mais peut-être qu'au-delà même de cette évidence, ce qu'on peut ajouter, c'est que ce que tu gagnes en quantité, et ça va être très important d'avoir de la quantité en 2020-2021, pas de trêve hivernale en Première Ligue, pas de trêve hivernale en Angleterre, un calendrier extrêmement chargé avec la situation qu'on connaît, donc la quantité c'est important, mais ce que tu gagnes ici en profondeur d'effectif, tu risques de le perdre, sans doute un petit peu au niveau de la cohésion, de l'ambiance dans le vestiaire. Dur de dire par exemple à Pulisic ou à Mount qui sortent de deux bonnes saisons, qui vont devoir désormais significativement partager leur temps de jeu, donc voilà, je suis pas du tout pessimiste pour Chelsea, au contraire, je crois que ce qu'ils sont en train de faire c'est très fort et voilà, il va falloir suivre ça avec intérêt, mais est-ce que c'est si déraisonnable de penser que ça peut prendre une petite saison de rodage? C'est pour ça que je les vois finir du coup juste en dessous de mon 3e de Premier League, Manchester United, qui s'est aussi bien renforcé avec les arrivées de Dean Henderson et peut-être surtout de Donny van de Beek que j'adore. United a fini assez fort il y a quelques mois, on l'a vu, ils ont maintenant Bruno Fernandes qui soulage véritablement Paul Pogba, qui apporte beaucoup d'équilibre à l'équipe et en même temps beaucoup de déséquilibre dans les zones dangereuses pour l'adversaire. Voilà, c'est la vraie contradiction, la belle contradiction pour Bruno Fernandes. Chelsea United termine la saison dernière tous les deux à égalité de points, donc tous les deux dans le top 4, c'est à peu près la même dynamique que je vois se reproduire cette saison, avec peut-être même une bataille à 3 avec Liverpool. Alors Liverpool, pour le coup, que je vois finir dauphin pour la même raison que je les voyais remporter le titre l'été dernier à la même période. Je me permets de souligner ce point, je me permets d'insister là-dessus, parce que c'est à peu près la seule chose juste que j'avais eue sur mes pronos de Premier League l'été dernier, mais donc je les vois terminer dauphin pour la même raison que je les voyais remporter le titre, c'est-à-dire la faim et le désir qui me semblent beaucoup plus forts cette année du côté de Manchester City. Alors quand je pense à tout ça, simplement j'essaye de me mettre dans la peau de Klopp et Guardiola, c'est pas évident, mais j'essaye de me mettre dans leur peau au moment où ils essayent de construire leur discours, de bâtir l'histoire qu'ils servent à leur vestiaire, sur quelle ficelle est-ce qu'ils vont pouvoir tirer pour tirer le meilleur de leur effectif, et ça me semble simplement beaucoup plus facile, évident à mettre en place que de motiver un groupe revanchard plutôt que le groupe qui est déjà auréolé de succès. Alors ça va être une saison intéressante parce qu'on va beaucoup en apprendre sur la force mentale de Liverpool. Est-ce qu'ils sont plus que des challengers, plus que des chasseurs? Est-ce qu'ils peuvent être aussi de véritables vainqueurs, une équipe capable de conserver son titre? Toute une autre dynamique mentale à mettre en place et à étudier, mais on va dire que au vu de ces éléments, et en sachant en plus que Liverpool s'est assez peu renforcé cet été, bah c'est effectivement Man City que je vois remporter la Premier League. Initialement j'avais même mis Liverpool 3ème, mais je me suis un peu corrigé ensuite. Je crois que malgré les doutes qu'on peut avoir, ils conservent quand même un effectif extraordinaire. En plus, ils ont une marge de progression sur certaines individualités comme Naby Keita ou Minamino, ils ont beaucoup de certitudes de manière générale. Voilà, quoi qu'il en soit, ça va être une saison extrêmement excitante, très très disputée en haut comme en bas. Si je devais retenir deux pronos principaux avec mon partenaire BetClick, je crois que je choisirais Arsenal placé dans le top 6. À 1,50, ça me semble être un bon mix entre assez probable et quand même pas trop mal payé. Et puis ensuite, je choisirais West Brom relégué à 1,95. Si on combine les deux, ça fait quasiment un combiné à 3. Donc voilà, si vous voulez tenter votre chance et profiter de ces cotes-là, vous pouvez vous inscrire sur BetClick, bénéficier de leur offre de bienvenue avec mon code promo WILOU si vous l'utilisez. Je vous en serai très reconnaissant comme d'habitude. Code promo WILOU, je vous mettrai le lien qu'il faut en description. Et puis, de mon côté, maintenant, j'espère tout simplement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Ça fait aussi un petit moment que je vous promets ce format sur la Ligue 1 promis. Il arrive bientôt. Voilà, envie d'avoir un petit peu plus de certitude sur la composition des effectifs, mais il arrive. Et si vous voulez pas rater ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ce sera très bien reçu. Enfin, si mon maillot vous a plu, si mon maillot vous intéresse et que vous voulez trouver d'autres maillots rétro de ce type, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire. Alors de notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très très vite pour la suite. Passez comme d'habitude un excellent week-end, fait de football et peut-être de Première Ligue. Prenez soin de vous surtout et de vos proches. Bisous.